Alors bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un paradoxe qui est juste fascinant, celui de l'Amérique latine. Pensez-y, un continent immense, d'une richesse incroyable, et pourtant son développement, sa population, tout y est super inégal. C'est vraiment une histoire de géographie, d'histoire et de choix. Des choix qui vont être cruciaux pour son avenir. Et ça nous amène à la question centrale. On parle de la plus grande forêt tropicale du monde, de gisements minéraux parmi les plus riches de la planète. Alors comment ça se fait qu'une si grande partie de ce continent soit vide? C'est une vraie énigme. Et pour commencer à la résoudre, eh bien, il faut d'abord regarder le terrain, la Terre elle-même. Ok, alors, c'est parti. Pour comprendre où vivent les gens et pourquoi, on doit d'abord comprendre la charpente du continent, comment il est bâti. Et en fait, c'est assez simple, tout s'organise en 3 immenses bandes qui vont du nord au sud. La première bande, c'est celle de l'Ouest. C'est la plus jeune et on peut dire aussi la plus agitée. Ce sont ces chaînes de montagnes mythiques, comme la Cordillère des Andes ou les Sierra Madre au Mexique. Et attention, elles font partie de ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. En clair, ça veut dire que ça bouge beaucoup, volcans, tremblements de terre, c'est une zone très active. Ensuite, on passe à l'Est, la deuxième bande. Et là, c'est tout l'inverse. On parle de boucliers, des formations géologiques très anciennes, hyper stables. Pensez au plateau des Guyanes ou au plateau brésilien. C'est un peu le socle du continent, des hauts plateaux qui ont été rabotés, érodés par des millions et des millions d'années. Et puis, coincé entre ces deux extrêmes, on a la troisième bande, les immenses plaines centrales. C'est là qu'on trouve les bassins des fleuves géants, comme l'Amazone, l'Orénoque. C'est une zone de terre basse, souvent marécageuse, qui joue le rôle de réceptacle pour toutes les eaux qui descendent des montagnes à l'ouest et des plateaux à l'est. Donc voilà, on a le tableau complet. Du Pacifique vers l'Atlantique, c'est toujours le même schéma. Montagnes jeunes, plaines basses et vieux plateaux. C'est cette structure de base, cette organisation en bande qui va absolument tout conditionner. Le climat, les écosystèmes et bien sûr, là où les gens ont pu s'installer. Et cette géographie, elle a créé une sorte de double personnalité pour le continent. L'Amérique latine, c'est un endroit d'une générosité naturelle absolument folle, mais aussi un lieu de danger extrême. C'est vraiment un environnement à deux visages qui peut donner énormément, mais aussi tout reprendre avec une force spectaculaire. D'un côté, il y a l'abondance. Et c'est une abondance qui dépasse l'imagination. On parle du plus grand fleuve du monde, l'Amazone. De richesses minières qui sont stratégiques pour la planète entière, le cuivre au Chili, le lithium en Bolivie, l'hydroélectricité qui fournit près de 70% du courant. Et puis cette biodiversité, entre 60 et 70% de toutes les espèces connues sur Terre se trouvent là-bas. C'est juste incroyable. Mais il y a l'autre côté de la médaille, la fureur de la nature. La ceinture de feu du Pacifique, ça veut dire des tremblements de terre dévastateurs. Le Chili, par exemple, détient des records en la matière, avec des séismes d'une puissance inouïe. Il y a aussi les ouragans qui ravagent régulièrement l'Amérique centrale et les Caraïbes. Et n'oublions pas les pluies torrentielles sur les pentes des Andes, qui déclenchent des glissements de terrain et des coulées de boue meurtrières. On a donc bien ce contraste, c'est vraiment au cœur de l'identité du continent. D'un côté, le donneur de vie, avec ses réserves d'eau, ses minerais. De l'autre, le preneur de vie, avec ses ouragans, ses séismes, ses volcans. C'est dans cet environnement extrême que les civilisations ont dû s'adapter et trouver leur chemin. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, le cadre naturel, passons aux gens. Comment les populations se sont-elles réparties dans ce paysage immense et, on l'a vu, parfois hostile? Eh bien la réponse est loin d'être uniforme. C'est plutôt une sorte de mosaïque, avec des îlots de peuplement très denses. Regardez ce chiffre, 32. C'est le nombre d'habitants au kilomètre carré en moyenne en Amérique latine. Alors, pour se faire une idée, c'est à peu près 3 fois moins que la moyenne mondiale. C'est déjà très bas. Mais en fait, ce chiffre ne veut pas dire grand-chose, il est trompeur. Parce qu'il cache une réalité complètement folle. Quelques zones surpeuplées et autour, un vide immense. Pour décrire ça, les géographes ont une image super parlante. Ils appellent ça le modèle de l'archipel. Il faut vraiment l'imaginer comme ça. Le peuplement n'est pas une couverture uniforme. C'est un ensemble d'îles humaines. Des villes, des zones agricoles très denses qui flottent dans un océan de territoires quasi vides. Et pourquoi ce modèle en archipel? D'où ça vient? Eh bien, c'est un héritage direct de l'histoire, et surtout de la colonisation. Les Européens sont arrivés par la mer, ils ont donc créé des villes, des ports sur les côtes. L'intérieur des terres, lui, était très difficile à pénétrer, donc il est resté largement vide. Et cette dynamique côte-plaine intérieure vide a été encore renforcée plus tard par la mondialisation qui favorise bien sûr les échanges maritimes. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Parce que cette histoire, elle est loin d'être terminée. En fait, on assiste à une sorte de nouvelle conquête, une conquête qui n'est pas finie, celle des immenses territoires de l'intérieur et surtout de leurs ressources.
Cette citation, elle est vraiment forte et elle résume parfaitement l'état d'esprit qui a dominé pendant des siècles. L'idée, héritée de la conquête, c'est que la nature est inépuisable, les territoires immenses, et leur exploitation gratuite. C'est une mentalité de pionnier. Si on épuise un endroit, pas grave, on va juste plus loin. C'est la logique même du front pionnier. Et ce qui est fascinant, c'est que ce processus est presque mécanique. Il suit toujours les mêmes étapes. D'abord, la pénétration. On construit une route, une piste qui s'enfonce dans la nature. Ensuite, la conversion. On rase la forêt pour y mettre du bétail ou des champs de soja. Troisième étape, l'extraction. On sort le bois de valeur, les minerais, le pétrole. Et enfin, l'expansion. Une fois que la zone est vidée, le cycle recommence un peu plus loin, repoussant la frontière toujours plus profond. Et la pression pour continuer ce cycle, elle est colossale. Regardez ce chiffre, 28%. Ça veut dire que l'Amérique latine attire 28% de tous les investissements mondiaux pour l'exploration minière. Pour le dire autrement, plus d'un quart de tout l'argent dépensé sur la planète pour trouver de nouveaux gisements va là-bas. C'est gigantesque. Ça montre à quel point les sous-sols du continent sont convoités. Et tout ça, ça nous amène au dilemme central, au grand défi de l'Amérique latine aujourd'hui. D'un côté, le besoin vital de développement économique, de l'autre, la nécessité de protéger un environnement qui est à la fois unique au monde et extrêmement fragile. C'est un véritable avenir en balance. Prenons l'exemple le plus emblématique, l'Amazonie. Ce graphique, il parle de lui-même. La cause numéro 1 de la déforestation est de très loin à 75%. Ce n'est pas l'exploitation forestière pour le bois, non, c'est l'élevage bovin. On rase la forêt pour créer des pâturages. C'est un lien direct entre ce qu'on peut avoir dans nos assiettes et la destruction de la plus grande forêt tropicale de la planète. Et le coût de ce modèle de progrès est vertigineux. Les chiffres font froid dans le dos. L'Amérique du Sud a perdu près d'un tiers de ses espaces naturels vierges en seulement 20 ans. Les glaciers des Andes, qui sont des châteaux d'eau pour des millions de personnes, ont fondu de plus de 40% en 40 ans. L'exploitation forestière illégale est massive et ce sont souvent les communautés indigènes, les premiers gardiens de ces terres, qui sont chassés et qui en paient le prix fort. On en arrive donc à la question finale, la plus importante. Est-ce que l'Amérique latine va continuer sur ce chemin, ce modèle hérité du passé, jusqu'à avoir consumé son immense intérieur ? Ou est-ce qu'elle peut au contraire inventer un nouveau modèle, un développement vraiment durable et peut-être montrer l'exemple au reste du monde ? Tout l'avenir de ce continent extraordinaire se joue maintenant.